Coucou, ça va? Coucou, ça va bien Enfin, et toi? t'es enfin sur mon Oui, en pleine live. forme. Je t'ai connu, t'étais dans mes pubs YouTube. On te Ah voyait ouais, tout ouais. le temps. On te Ah voyait oui, tout le oui, temps. oui et les gens, ils T'étais en avaient devenu marre un des mème. pubs, c'était terrible. Mais Il y qu'est-ce avait qui s'est probablement un passé mauvais en fait? réglage, c'était tout le temps les mêmes personnes qui voyaient les pubs et et du coup, il y a des gens, ils en avaient tellement marre de ces pubs. Enfin, c'était juste, enfin bon, je dois avouer, c'est pas moi qui m'en occupais personnellement, mais en même temps, ça m'a permis, d'aider plein d'apprenants à monter, en compétences donc bon, il y a Bah oui, c'est chouette. Puis c'est difficile à vendre une formation. Tu sais, moi, je l'ai pas vendue, donc je peux pas vraiment me moquer parce que je pense que c'est, enfin, limite un passage obligé de payer pour un peu de ads. C'est très difficile de la faire remonter sur les autres réseaux sans ça. Et je pense que en effet, c'était pour le mieux puisque tu as pu former plein de gens. Alors, Chantal, déjà, tu es suisse, donc ça nous permet d'avoir une émission vraiment francophone aujourd'hui parce qu'on a le Maroc, voilà, il nous manque plus que le Canada, mais je crois qu'ils sont en train de dormir encore. Un peu compliqué pour aujourd'hui. J'adore les Euh, Canadiens, vraiment. Et tu sais, ah, mais on a plein de gens passionnés par la crypto au Canada aussi. Et puis au Maroc, il y a des tas de freelance hyper compétents au Maroc. Entre autres à Agadir, hein, Sarah parlait de Agadir tout à l'heure. Et moi, mon image, elle clignote des fois. ouais, Chez je toi sais aussi? que ouais, ça bug un petit peu, mais je pense que c'est bon. T'inquiète pas. Après, en Ok, général, quand on voit ouais, le ça a l'air résultat, d'aller. ça va. On a aussi Metacard, il me semble, qui ont pas mal de gens qui travaillent à Rabat aussi, Oui, 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 pour oui. la Et tech. j'ai été sur place, j'ai été dans les bureaux de Metacard. Ouais, bah, c'est chouette. Moi, je les ai vus. Il m'a fait tout visiter, comme ça, avec son ordi une fois. C'était trop marrant. La première fois qu'on s'est rencontrés, avec Kader et donc c'est chouette. C'est chouette d'avoir ce côté un peu francophone. J'espère qu'on va avoir de plus en plus d'étrangers parmi nous, que je sois pas enfin voilà, cocorico, bon, c'est un peu, on s'ennuie un peu. Ah beh oui, on a un Belge aussi, Grégory, il est en Belgique. Donc Oui, là, vraiment, on a la effectivement. francophonie avec nous. Alors Chantal, je sais pas comment te présenter en fait, parce que j'ai plein de choses à dire. Déjà, je suis très heureuse. Je pense que tu vas nous présenter peut-être un petit peu ton parcours, comme ça les gens se comprennent. Moi, j'aime bien qu'il y ait une diversité de parcours, que tout le monde voit que c'est pas toujours exactement la même chose. Tout à l'heure, on avait quelqu'un qui avait vécu énormément à l'étranger, etc., qui vient du gaming et qui s'est lancé dans le Web 3. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que tu as un superbe discours dans le Web 3 qui est enfin, tu as abouti à avoir une position qui convient un peu à tout le monde. Je trouve que c'est assez magique, c'est-à-dire on peut adorer ce que tu dis et être bitcoiner maximaliste limite, et on peut aussi être trader. Enfin, tu vois, je trouve que tu as réussi à trouver une ligne magnifique. Donc, peut-être que ton parcours explique ça. Et donc, voilà, si tu pouvais juste te présenter comment t'en es arrivé jusqu'à maintenant. OK, avec grand plaisir. Alors en vue d'ensemble, je dirais que je suis un peu, le couteau suisse, dans le sens que je m'intéresse à beaucoup de choses, mais en même temps, il y a toujours une vision. Hem, En fait, j'ai déjà un certain âge, donc j'ai vécu le début de l'informatique. Et quand j'étais adolescente, j'ai appris à programmer en BASIC sur un ordinateur que mon papa avait construit, alors que personne ne savait ce que c'était l'informatique. Mon papa travaillait au CERN, pour ceux qui connaissent, hein, donc il avait monté ça Ah ouais. lui-même. Et à l'époque, on sauvait sur des bandes audio, c'était avant les disquettes, c'était avant même les trucs avec des trous là, bref. Et après, j'ai fait toute une carrière dans différents métiers parce que moi, je me passionne pour plein de choses. Mais surtout, là où j'étais le plus longtemps, c'était responsable informatique, d'abord d'une entreprise de cosmétiques pendant 7 ans et ensuite pendant 22 ans, chef de projet informatique à la télévision. Donc une entreprise de 2000 personnes en Suisse. Et en parallèle, j'ai vécu à titre privé les débuts du web, les tout débuts du web, hein, quand les télés et les radios disaient oh, c'est pour les pirates, c'est pour les gens qui veulent regarder des films porno, c'est pas sérieux, c'est dangereux, il va y avoir des fake news, etc. Et ils faisaient de la résistance, ils étaient en train de perdre leur job. Et là, maintenant, je suis tellement heureuse de pouvoir vivre, après avoir vécu le début de l'informatique, le début du web, maintenant, je peux vivre le début de la crypto. Je suis là depuis début 2017. Je sais bien que c'est pas le tout début, mais enfin, j'ai pu accompagner tout ça et depuis 5 ans et demi, je suis mais tous les jours à fond dessus. J'ai aussi
été, avant de découvrir l'existence de la blockchain, j'étais passionnée de biologie que j'étudiais tous les soirs à la maison pendant 20 ans. Donc, en fait, j'ai plein de choses qui me Mais passionnent. quelle passion! Pourquoi? Quand un truc me passionne, je lâche pas le morceau, du genre une vingtaine d'années, voilà. Et là, maintenant, l'informatique et le web sont juste des outils. Maintenant, on obtient ce qu'on veut en un clic. Je veux dire, au début du web, moi, j'ai écrit mon premier site web en HTML, en JavaScript, dans Notepad. Il n'y avait pas d'outils pour écrire. Et voilà, donc ça m'amuse beaucoup. Et du coup, j'ai foncé, mais vraiment à fond sur la blockchain. Tu es au J'ai fond du adoré ça. rabbit hole, quoi. Tu es complètement au Répète, s'il fond te du plaît. rabbit hole, du terrier de lapin, quoi. Ouais, à fond, le rabbit hole, ouais, à fond. Et en 2017, je me suis formée à fond. Et j'ai écouté toutes les vidéos de Andreas Antonopoulos. J'adore ce type. J'ai Ah vraiment oui. tout écouté ce qui existait. Et ensuite, j'ai continué à le suivre et je suis Patreon et je regarde tout ce qu'il fait. Et parallèlement, j'ai commencé à investir, etc. Et j'ai fait toutes les erreurs de débutant. On a eu le creux en été 2017, China FUD et tout ça. Est-ce que le bull run est fini? Ensuite, c'est remonté, etc. Et voilà. Et puis ensuite, j'ai vécu la chute de 2018. Enfin, en fait, tout ce que les gens ont vécu là ces derniers temps, moi, j'avais déjà vécu auparavant, en fait. Et ce qui fait que ça me fait pas peur parce que je connais les fondamentaux. Maintenant que je suis là, j'aide des projets. Je suis advisor dans pas mal de projets. Ils sont cités sur ma page LinkedIn. Et entre autres, le Metacart de Kader dont tu parlais tout à l'heure, que j'adore, que je salue si jamais il nous entend. Et je vois la richesse qui est créée, la vraie création de valeur. Tous ces gens qui créent des outils qui n'existaient pas. Donc, la montée en puissance, la montée financière aussi, eh bien, elle est drivée par une vraie création de valeur. Alors, la première montée exponentielle, exagérée, qui est due aux spéculateurs. Comme d'habitude, les spéculateurs sont en avance sur la réalité de la technologie. Ensuite, ça s'écroule. Et ensuite, ceux qui ont eu la sagesse d'accumuler de l'argent et d'avoir de quoi payer leurs développeurs pendant quelques années, eux, ils construisent de la vraie valeur. Et la montée qui s'ensuit, elle est vraiment solide parce qu'elle est due à des vraies fonctionnalités. Et on est en plein là-dedans. On construit le monde de demain. C'est vraiment passionnant. On a plein de compliments pour toi dans Oh, il y a le Kader qui est là. chat. Salut Ouais. Kader. Kader qui nous regarde souvent et d'ailleurs, je suis très contente que vous soyez là. Venez sur mon live, comme vous avez fait des cadeaux, je pense que c'est le bon moment maintenant parce qu'il y a Noël qui arrive. Donc si vous voulez venir nous présenter ce que vous faites pour Noël, je serai ravie. J'ai de la place pour la semaine prochaine. Donc à prendre ou à laisser, il me reste une place là. Donc Kader, tu m'écris après l'émission. J'espère que tu es disponible. Et donc, ouais, écoute, c'est incroyable. Et justement, j'allais te demander, est-ce que c'est pas parfois lassant enfin, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est bis repetita? Tu vois, genre, tu as l'air passionné quand même. Là, tu m'as requinqué, tu vois, je pense. Parce que là, tout le monde est en train de bader à cause du marché qui s'est écroulé, blabla. Et tu nous dis, c'est pas grave, tranquille, c'est normal, il y a des trucs qui vont remonter, on va s'en sortir. Bien sûr, il faut faire un zoom arrière. Et quand on fait un zoom arrière, on voit que le creux qu'on est en train de vivre, c'est juste une petite virgule. Si on regarde le creux qu'il y a eu fin 2018 et qu'on regarde, il y a des gens qui ont investi avant ce creux de fin 2018, il y a des gens qui ont investi en bas dans le creux, il y a des gens qui ont réinvesti quand ça a remonté. Il y a des gens qui ont investi dans le deuxième semestre 2020, avant la grande montée. Mais si on fait un zoom arrière sur l'ensemble de la courbe et qu'on regarde ces différents points, ok, ils n'ont pas acheté au même prix, mais ils ont eu raison d'acheter. Et à l'époque, les gens disaient, mais c'est trop tard. C'est trop tard. On a déjà eu la grande montée de 2017. On arrive trop tard. Ben non, il suffit de regarder la courbe en arrière. Et là, on est en train de revivre pareil. Et pourquoi je sais que ça va bien remonter? Parce que je vois la création de valeur. Ouais, on la voit, en fait, quand on est près des startups, et je pense que sur cette émission, c'est le cas, puisque on voit que les deals se signent, il y a de l'activité, il y a des gens qui construisent des choses. Parfois, il y a des défauts. Il y a des time to market qui sont pas bons, il y a une difficulté à aller chercher les clients. On a parfois besoin de l'adoption et d'un prochain bull run pour qu'on voit l'intérêt du projet. Mais s'il y a autant de gens, enfin, je dirais, qui construisent, qui sont pas juste en train d'investir, pour moi, c'est quand même le signe qu'il y a quelque chose de solide. Donc, voilà pourquoi je fais cette émission, d'ailleurs, pour le montrer et pour qu'on ait de plus en plus de compétences. Parce qu'en fait, je pense qu'on a besoin, tout le monde, tous les projets qui viennent ici ont besoin de gens aussi pour venir travailler, pour être convaincus que ça a du sens. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu as vu des gens commencer à build, peut-être s'écraser
puisque tu as accompagné beaucoup de projets, s'écraser, relever un projet ou rejoindre un autre projet après? Est-ce que tu as vu des progressions, du coup, depuis 2017, des gens qui se sont émancipés aussi professionnellement ou qui sont devenus des entrepreneurs chevronnés à travers ce secteur? Oui, alors il y a effectivement régulièrement des projets qui se cassent la figure, qui disparaissent. D'ailleurs, les sites web aussi, si on fait une recherche dans Google, on a l'impression que tous les sites vont bien. C'est parce que Google ne nous montre pas ceux qui se sont arrêtés. Si on va dans la rue, il y a des boutiques qui sont reprises par d'autres entreprises, etc. Donc, c'est la vie. Et par contre, moi, évidemment, quand j'investis, j'étudie à fond le projet et j'étudie sa longévité. Hein, surtout en cette période, encore plus. Hein. Donc, oui, il y a des projets qui disparaissent. Il y a des moments vraiment pénibles pour des gens qui ont investi, qui n'ont pas une bonne diversification et qui, du coup, perdent leurs économies. Donc, il y a des situations dramatiques pour les particuliers qui n'ont pas une bonne gestion du risque. C'est pour ça que je communique ce que j'achète seulement dans mon groupe privé. Je fais très attention de pas, à part quelques exceptions en précisant que c'est risqué, mais je communique pas ce genre de choses sur YouTube parce que j'ai peur que certaines personnes qui m'écoutent n'ont pas une bonne gestion du risque et ils vont faire all-in sur un petit truc dangereux. Donc, pour le moment, moi, ce que je conseille, c'est surtout d'investir dans des grosses et des moyennes pour lesquelles on l'a bien étudié et on sait qu'elles sont solides, on sait qu'elles vont remonter lors de la prochaine bulle. Et là, moi, ce que je recommande à mon audience depuis quasiment le début de l'année, c'est de faire du DCA, de l'arc average, acheter un petit peu chaque mois ou chaque semaine, étaler sur 1 à 2 ans, parce que il va y avoir des hauts et des creux. Et vraiment faire un zoom arrière. Et donc, tu me demandais aussi s'il y a des gens qui ont changé de Ne pas mettre tout son métier. argent d'un Oui, coup. oui, pas mettre tout l'argent d'un coup, En tu tout as cas, raison. quand on démarre. Après, peut-être quand on est plus à l'aise et quand qu'on commence à savoir analyser, qu'on se prend un peu pour un VC, on peut tenter, mais peut-être avec les gains qu'on a déjà fait des investissements précédents. Parce qu'il y a quand même deux théories, tu vois. Moi, par exemple, je suis pas du tout favorable au DCA parce que j'investis aussi dans des startups. Donc, je sais ce que c'est que mettre de l'argent et le voir disparaître si ça foire. Et faire j'ai pas encore fait ça, mais un x100, c'est quand même l'objectif, tu vois, et qui récupère tout le reste. Donc, je comprends qu'il y ait plusieurs théories, mais quand on est en train de découvrir le money management, quand on est en train de découvrir ce que c'est d'analyser une entreprise, c'est vrai que il vaut mieux mettre des petites sommes régulièrement sur des valeurs sûres. Alors, on n'est jamais sûr. Là, on voit Solana qui était qui est en train de se faire une énorme chute par ses relations avec le patron de FTX et les investissements de Alameda, etc. Donc, qui est en train de chuter complètement, mais peut-être qu'il va rester quelque chose vu qu'il y a un écosystème quand même. Donc, je ne sais pas si ce pari, par exemple, là, était bon ou pas. À voir, on verra. Moi, perso, j'ai pas investi là-dedans. Je vais juste prendre une question là de Benjamin Boutin-Spark et je vais faire monter ensuite Grégory, si tu es dispo, je te montre aussi pour si tu as une question. Et d'abord, Chantal, il y a une question pour toi de Benjamin. Combien de temps dure un bear market en moyenne? Salut Benjamin, je te salue. Benjamin est vraiment un expert en DeFi et c'est un vrai plaisir de pouvoir lui répondre. En fait, on a vu que pour le moment, si on regarde la courbe vraiment largement, c'est clair, on a une bulle tous les 4 ans. À cause du halving de Bitcoin, hein, on le connaît tous, ok. Selon la loi de l'offre et la demande. Maintenant, le halving, il va avoir de moins en moins d'effets. Est-ce qu'on aura encore une bulle dans 4 ans? On ne sait pas. On dépend énormément de la finance internationale maintenant. Ils ont tellement imprimé d'argent que c'est le même argent qui swing d'un endroit à l'autre. Donc, il est probable, si on se réfère aux bulles de 4 ans, la montée qu'on a eue fin 2020, début 2021, elle pourrait être fin 2024, début 2025. Les halvings sont un petit peu moins que 4 ans. Donc, ce serait pas tout à la fin 2024, ce serait carrément le dernier semestre 2024, hein, que ça débuterait la grande montée. Mais en attendant, on va avoir des mini-bulles, à mon avis. Parce que les gouvernements, franchement, ils sont en train de complètement déconner avec l'argent. On le sait tous, hein, depuis de nombreuses années, mais là, ça s'est vraiment accéléré. Et de mettre de plus en plus de surveillance et de contraintes. Et pour que le peuple ne se réagisse pas trop, on le connaît, on l'a tous étudié à l'histoire, hein, les Romains, du pain et des jeux et tout ça. Eh ben, je pense qu'ils vont pas trop massacrer le gaming, le métaverse, le ticketing, la musique et tout ce qui est divertissement.
Donc, je pense qu'on aura des mini-bulles entre-temps et qu'il y a des choses à faire. Oui, Donc, parce qu'il ne faut combien de temps pas dure un oublier bear qu'il y market? a... Le Ouais, creux peut durer, par exemple, 2 ans. Le méchant creux, on peut dire c'est 2 ans. Et on a déjà fait une bonne partie. Hein. Et ouais, il y a des gens qui parlaient de bottom, là, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des occasions. Bon, les traders daily, ils se fichent complètement de l'état du marché global, ils arrivent à faire de l'argent, ils shortent ou pas. Et puis, je pense qu'en swing, si tu arrives à identifier une tendance, tu peux, sur 3-6 mois, faire. Alors, ça ne sera pas comme le bull run des fois 100 et tout, mais tu peux faire de beaux Alors, pour le achats, je moment, pense, voire revendre. je dirais pour le moment, on est encore à contre-courant. Hein. Pour le moment, il faut rester très prudent. Et moi, j'ai du mal avec mes apprenants qui me demandent « Ah, Chantal, c'est en train de remonter. Est-ce que je suis pas en train de louper une bonne affaire? Je devrais acheter beaucoup plus que de faire du DCA. » Faire un zoom arrière. Voilà. Et je pense que la clé maintenant, c'est de repérer les petits projets prometteurs. Parce que moi, tu sais, moi, j'adore mettre des scores. Hein. C'est ma spécialité. Moi, je peux me relever au milieu de la nuit pour faire un nouveau fichier Excel. Quand j'ai trouvé une nouvelle source de scores, j'ai des milliers de lignes pour des milliers de cryptos. J'ai plein de colonnes qui donnent des scores, des points. Hein, je donne des points aux différents projets crypto pour deviner lesquels sont les meilleurs avant qu'ils explosent. C'est un peu ma spécialité. Je fais ça depuis 2 ans. Tous les jours, j'adore ça. Et par exemple, Matic, j'avais investi quand il valait 1 ou 2 centimes. Et ensuite, il est monté presque à 3 $, tu vois. Donc, oui, c'est facile de faire des fois 100 quand on connaît bien les petits projets. Et Google. Alors, Matic, par exemple, Matic a commencé en 2019 et il a monté bien plus tard. Donc, Matic est arrivé bien après la bulle de fin 2017 et début 2018. De la même manière, Google n'existait pas pendant la bulle .com, la bulle Internet. Tu vois, maintenant, dans le creux qu'on vit maintenant, il y a des créations d'entreprises qui vont être vraiment magnifiques lors de la prochaine bulle. Et moi, je veux les repérer. Et j'étudie ça tous les jours. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est mon focus. Et justement, Chantal, tu as dit tout à l'heure que tu étais advisor de certaines sociétés. J'imagine que tu as dû les scorer avant et te dire, Alors, tiens, ça c'est difficile parce que quand c'est des débutants, des sociétés débutantes, eh bien, je les aide à se construire. Je fais plein de choses, je les mets en relation avec les bonnes personnes, etc. Et je les mets en garde de certains problèmes de leur tokenomics et je les aide à trouver les bons arguments. Enfin, je m'amuse beaucoup avec elles, mais et dans le sens que c'est un plaisir de construire ensemble. Et j'ai pas beaucoup de métriques au niveau des scores parce qu'ils viennent de commencer leur Twitter, leur machin. Donc, si je regarde la courbe des abonnés, ben, c'est vraiment trop débutant. Ils n'ont pas encore une courbe de prix puisqu'ils n'ont pas encore fait leur ICO des fois. Ils n'ont pas encore, je sais pas moi, l'audit. Ils sont encore en train de construire le code. C'est trop tôt pour faire l'audit. Ou alors, c'est un audit très préliminaire. Il va falloir en faire un autre. Tu vois, j'ai plein de métriques qui ne sont pas encore là. Donc là, les métriques que je donne sont forcément subjectif, dans le sens je vais étudier la qualité de l'équipe, je vais étudier évidemment le white paper, l'utilité, est-ce que le token est vraiment utile dans ce qu'ils veulent faire, sinon on va faire un brainstorming pour donner plus d'utilité au token, etc. Parce que si c'est un token juste pour lever des fonds, moi ça m'intéresse pas du tout. Et donc j'ai pas vraiment moyen de les scorer de manière factuelle, chiffrée, comme j'aime le faire, basée sur quelque chose de tangible. Donc là je dois faire une estimation un peu au feeling. Mais comme je suis chef de projet informatique à la base et que ensuite, je suis aussi formatrice de chef de projet blockchain puisque de 2019 à 2021, j'ai formé plein de chefs de projet blockchain avec l'école à l'IRA. J'avais co-créé la formation chef de projet avec Bastien, qui est quelqu'un de merveilleux. Et du coup, j'ai vraiment l'expérience de savoir les paramètres d'un bébé projet qui va réussir. Mais ça reste très subjectif. C'est pas un truc que je peux automatiser pour mettre plein de points parce que c'est trop nouveau, il n'y a pas les paramètres. Ouais, moi, je confirme aussi en tant que BA et quand j'étais encore là, le comité d'investissement d'Unico n'est plus très actif, mais on va revenir bientôt. On a investi dans une quinzaine de boîtes. Notre scorecard, parce qu'on a aussi une scorecard, on a essayé, en fait, on avait au début des cases et c'était plutôt genre une note globale sur l'équipe, le marché, des critères assez vagues. Et après, on a essayé de le structurer un peu comme tu fais, je pense, avec un Excel, etc. Mais en fait, quand on est en very early,
Donc, quand on est plutôt à un moment où on vient comme un business angel, en fait, pour donner du contact, etc. Déjà, nous, on va avoir un impact sur l'entreprise. Donc, on ne peut pas trop prendre en compte l'impact que ça va avoir en avance, parce qu'on va peut-être les aider ou quelqu'un d'autre, un autre investisseur. Et en fait, aussi, c'est trop de cas particuliers. Parfois, ils n'ont pas encore un business model qui est défini. Donc, de toute façon, les BP, les business plans, c'est bon, voilà, quoi. On essaie d'estimer. Parfois, ils n'ont pas encore choisi exactement est-ce qu'ils vont avoir un modèle fondé sur des one-shots ou sur du récurrent. Parfois, enfin voilà, on a une époque de pivot et donc ça fait pas forcément sens de faire un score très détaillé. Après, bon, ça aide pour le money management. Je pense quand même d'avoir quelques. J'imagine que tu dois quand même répartir un petit peu entre des projets où il y a vraiment tout à faire sur un point, par exemple sur le côté tech, et tu vas aussi aller t'intéresser à un projet qui a la partie tech qui est finie, mais par contre sur le business model, ils n'ont rien. Et enfin, j'imagine. En fait, mon premier paramètre, c'est qui. Par exemple, dans le cas de Kader, il est compétent et il ne va pas lâcher le morceau. Donc, et il faut aussi que le chef de projet ou quelqu'un dans l'équipe de projet ait beaucoup de charisme pour convaincre et vraiment de la persévérance, de la compétence, pas lâcher le morceau. Ça, c'est vraiment la clé. Et d'ailleurs, quand je parle avec des gros comptes, eux aussi, la première question, c'est qui ? C'est vraiment la première question. Après, ce qui est aussi un peu rédhibitoire, c'est si le token n'est pas utile. Si le token sert juste à une levée de fonds et qu'il n'a pas une vraie utilité. Et de nos jours, les tokens de gouvernance, ça ne marche plus. À part pour la DeFi, il y a du sens à avoir des tokens de gouvernance quand on est à Wall Street. Je comprends. Mais autrement, le grand public, il n'est pas très motivé à voter. Et donc, il faut vraiment étudier à quoi sert le token. Pourquoi les gens auront envie de l'acheter. Et il y a des projets qui me répondent « Ah oui, mais c'est parce qu'on va leur donner un pourcentage parce qu'on fait du staking. » Je leur dis « Non, c'est l'inverse. Là, tu distribues des tokens qui feront une pression à la vente. » Donc, il faut étudier ça. Et puis après, il y a tous les paramètres, comme d'habitude, la gestion financière, la gestion du planning, enfin, un million de choses. Ça m'intéresse beaucoup le sujet de ce que tu disais sur qui, parce que je parlais de ça avec quelqu'un qui d'ailleurs peut-être nous regarde, que je salue, l'autre fois, qui est un start-upper, et il me demandait quels étaient mes critères, et est-ce que c'était vrai ou pas que c'était d'abord l'équipe. Et je lui ai dit, c'est un peu hypocrite. Et je te donne mon point de vue, tu vas me dire ce que tu en penses. Parce que évidemment que moi, j'aime bien, enfin, j'ai voulu investir en fonction de l'équipe beaucoup de fois. Mais j'ai aussi vu des startups avec des mecs super motivés, très très motivés quand ils levaient des fonds, mais vraiment, genre, ils avaient l'air de pas lâcher, quoi. Et 2 ans après, franchement, alors même que nous, on était présents pour leur dire, on voit que c'est pas bon, on a les rapports trimestriels, etc. On est là, est-ce que vous avez besoin d'aide et tout. Tout va bien, et puis hop, clé sous la porte. Et pourtant, on essaye d'avoir une relation, etc. Et je trouve que dans la nouvelle génération de start-upers, c'est simple, avant, il n'y avait pas de génération de start-upers en France, donc voilà. Mais c'était pas pareil, disons, c'était des entrepreneurs. C'était peut-être pas comme aujourd'hui, des gens qui sortent avant, à l'école de commerce, il n'y avait pas beaucoup d'incitation à aller vers l'entrepreneuriat. Donc maintenant, c'est un peu des machines à lever. Moi, j'en connais beaucoup. Pas dans le Web3, j'ai l'impression que dans le Web3, c'est un peu un autre type d'entrepreneur. Mais je me dis, j'ai l'impression de me faire avoir quand même un petit peu souvent à juger l'équipe en premier. Et donc, j'ai baissé l'équipe maintenant, pour moi, c'est plutôt que la personnalité des personnes, des dirigeants, c'est plus est-ce qu'il y a le bon panel. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère l'argent et qui sait gérer l'argent et qui a la légitimité pour ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est, comme tu dis, qui a du charisme et qui va incarner la marque, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus doux, peut-être, qui va plus être en contact avec les employés, etc. Parce qu'ils vont commencer à recruter, qui ait plus cette sensibilité ressources humaines. Tu vois, moi, je suis passée sur un truc où j'ai vraiment besoin de voir... en fait, c'est un peu horrible, mais je retourne sur t'as fait quelle étude, t'as quelle expérience avant, quoi. Parce que, en fait, juste à juger sur la personnalité, j'ai l'impression que je me fais trop avoir.
Ouais, je te comprends, ouais. Et d'ailleurs, c'est très juste ce que tu as dit par rapport à la gestion financière. Et pour reprendre l'exemple de Metacard dont on parlait à l'instant, j'étais vraiment rassurée que Clément Battu soit aussi cofondateur avec Kader. Ils sont plusieurs, mais je connais bien Clément et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et je sais qu'avec lui, les choses vont être carrées. Ouais. Et, Et donc, oui, je suis d'accord avec toi, tu as des bons paramètres, ouais. Mais moi, je voulais vraiment saluer Grégory. On ne s'est pas vraiment salué. Je suis contente de te voir et j'apprécie beaucoup le projet Self Bar. C'est vraiment sympa comme projet. bah, écoute, merci. Tu seras là vendredi à Genève ou non, toujours pas? Mais écoute, normalement, je serais dans un avion, mais justement, je n'ai encore pas acheté mon billet. Je vais prendre le billet le plus tard possible pour pouvoir passer Prends au un moins. parachute et puis tu arrives sur Genève, on sera plus près. Non, mais je vais essayer de prendre un billet d'avion vraiment tard pour pouvoir venir au moins au début. Ok. Parce que Ok, je vais à Londres Ouais, voir parce que ma fille. Grégory va Je en vais passer Suisse. le week-end avec ma fille qui fait un master en architecture écologique à l'université de Nottingham. Elle est architecte, elle a 23 ans. Et je vais lui rendre visite. Et je ne peux pas lui rendre visite à une autre date parce qu'après, je serai de nouveau aucun occupée problème. ailleurs. Si on se croise, tant mieux. Ouais. Sinon, c'est pas grave. Oui, oui, Euh, mais je vais tâcher de passer vraiment. Et je vais publier sur Twitter. Dès que je suis sûre de mes horaires, je vais publier sur ouais, Twitter. avec plaisir. Venez, je serai là à telle heure. Ouais, ouais, c'est cool. Et vraiment, c'est un chouette projet Self-Bar. Et je me réjouis de tester cette tireuse à bière. Qu'est-ce qu'on aura à Genève à boire? Du rosé et de la bière belge. Parfait. On va tester ça. Donc, Dans la joie et la bonne humeur. on est accueilli par Bernard Claquart, je sais pas si tu connais sûrement. Non, ouais, j'ai pas une bonne mémoire des noms. Il fait Il beaucoup fait de formations trading et crypto sur Genève. Donc, Oui, 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 sûrement pas que je le vidéo. connais. J'ai vraiment un problème avec la mémoire des noms. Chaque fois que quelqu'un me dit un nom, en général, quand j'ai le temps, je regarde vite sur, sur mon ordinateur. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais rencontré, machin. Ouais, Ouais, ouais. Non, mais il y a vraiment de plus en plus de gens. J'adore cette période de bear market parce que les gens qui sont là sont les builders. ouais, On voilà. est les Ouais. architectes du monde de demain. Euh, justement, moi, tu vois, pour être quelqu'un qui construit et j'accompagne aussi des startups, moi, je suis quand même très attentif aux pain points, en fait. Oui, Et souvent, je remarque des startups Web3 qui ont pour pain point, on veut faciliter l'adoption massive de la blockchain. Et pour moi, ça, c'est pas un objectif, c'est un moyen, tu vois. On se sert... Le but de la vie, c'est pas d'utiliser la blockchain. Tu l'utilises parce que tu as besoin de quelque chose. Moi, j'utilise mon téléphone parce que j'ai besoin de communiquer. Je n'utilise pas mon téléphone pour dire j'ai besoin d'utiliser la technologie. Je m'en fous d'avoir la 5G ou pas la 5G. Tant que j'appelle, tu vois. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs dans le Web3, tu disais tout à l'heure, ça rejoint un peu l'utilité du token. Ils se disent, tiens, on va utiliser le token parce que c'est peut-être tendance ou parce qu'il faut le faire, parce que c'est blockchain, parce que c'est Web3. Ils savent qu'il faut aller vers cette direction-là, mais effectivement, ça ne répond pas à un besoin, ça ne répond pas à une souffrance, ça ne répond pas à une pain point qu'on va avoir du marché. Et au final, on peut le faire sans la blockchain, ou même, en fait, c'est pas intéressant quoi, de le faire. Est-ce que ça, tu le remarques beaucoup sur des projets que tu vois? ah ouais, ouais. Systématiquement, je leur demande, OK, dans ton projet, qu'est-ce que tu n'aurais pas pu faire sans la blockchain? Et là, ils ont du mal à répondre souvent, hein. Donc, alors, je leur dis, voilà, à donner confiance, enlever les intermédiaires, il faut rajouter des utilités au token que tu n'aurais pas pu faire sans la blockchain. Sinon, ça n'a aucune valeur. Et tu vois, mais je pense que c'est peut-être pour ça que tu as dû aimer le projet Selvar, c'est que nous, en fait, la blockchain, on n'en parle pas, elle est invisible. On dit, voilà le problème que vous avez, voilà les solutions qu'on vous apporte, et ces solutions, elles sont là, elles sont possibles parce qu'on a mis de la blockchain derrière et c'est transparent. Mais en soi, on ne parle pas vraiment de blockchain, on dit quels sont les bénéfices qu'on vous apporte. Et c'est sur ça qu'à mon avis, doivent être absolument focus tous les entrepreneurs, c'est quelle valeur ajoutée j'apporte à mon projet, Web3, pas Web3. Si la Web3, ça apporte une valeur ajoutée, tant mieux. Il y a une proposition de valeur, mais c'est vraiment, tu dois partir à la base d'un constat. Et c'est pour ça, moi aussi, d'ailleurs, que je suis devenu stratégique partner de Metacard, c'est que j'ai vu tout de suite qu'il y avait ben, effectivement quelque chose qui allait aider par onboarder des clients, créer de l'engagement auprès des clients, ou même tout simplement que la plupart des entreprises à laquelle on parle, elles disent ah, le Web3, ça m'intéresse, mais je ne sais pas comment faire. Ben là, tu as une solution clé en main, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est très intelligent d'avoir déporté le besoin de compétences auprès du tenancier de l'établissement. Parce que du coup, la personne lambda qui n'y connaît rien au crypto, elle va payer au tenancier et elle reçoit de quoi aller tirer sa bière. Bien sûr. Ouais, ouais, Donc c'est ça. c'est le tenancier qui a besoin d'avoir les outils. La personne, elle n'a même pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est la crypto. Non, non, bien sûr que non. C'est Et intelligent. là, quand je vais sur les meet-up en Belgique autour du Bitcoin,
Ils débattent pendant une demi-heure sur comment favoriser l'adoption massive du Bitcoin, ce qui est déjà impossible, parce qu'il n'y en a que 21 millions. Donc, de toute façon, ce sera dans tous les cas qu'une petite partie de la population qui vont l'utiliser. Non, ça va, on utilise des Satoshi. Non, quand même, c'est divisé. On va passer au standard Satoshi, là. Attention. D'accord, mais tu vois. Non, Bitcoin, ne critique pas Bitcoin. Bitcoin, c'est notre fondation. La communauté crypto de Belgique, ils essayent d'aller voir les commerçants pour les éduquer à Bitcoin pendant 1 heure pour qu'ils acceptent le paiement Bitcoin. Pour moi, c'est une perte de temps. Alors qu'avec Selfbar, par exemple, avec Selfbar, tu vas aller voir, tu leur dis, voilà, il y a un outil, les gens ils peuvent payer en Bitcoin directement, vous êtes payé en euros. C'est ça que je pense, je suis d'accord avec toi, je pense que les deux sont intéressants, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai parlé du Bitcoin physique dans le crypto tabou IRL il y a 2 semaines. Parce que en fait, avec le Lightning Network, maintenant, tu peux faire des cartes comme ça avec Selfbar. Et en fait, tu pourrais faire la même chose que tu fais, mais avec du Bitcoin. Et en fait, pourquoi c'est plus intéressant ? Parce que en fait, l'idée, c'est quand même de sortir, enfin moi en tout cas, mon idée, c'est quand même de sortir du système financier actuel. Et donc, j'ai pas du tout envie de les remettre en euros derrière. J'ai pas envie de les déclarer auprès d'un État. Donc, c'est un peu anarchiste et idéaliste, mais on peut donner cette option à des gens. Et évidemment que je suis un peu inquiète quand même, et c'est pour ça que je te rejoins, de la façon avec laquelle les bitcoins maximalistes vont essayer de convaincre les commerçants. Parce qu'à mon avis, ils vont les convaincre avec des idéaux qui peut-être les concernent pas, j'avoue. Mais je pense quand même que... Un commerçant, c'est comment il peut avoir plus de clients. Éventuellement, il peut avoir moins de frais que par rapport à des systèmes cashless, soit Visa, Mastercard ou autres. Ou comment éventuellement il peut avoir, en fonction des... Tu vois, Bruxelles, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup d'étrangers. Bah, les étrangers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des frais de change, de toute façon, quand ils doivent changer en euros. Ici, avec Bitcoin, tu n'as pas. Donc, les gens, ils ne vont pas dépenser leur argent avec des francs. Ils ne vont pas perdre de l'argent avec des frais de change, ils vont directement dépenser. Donc, dans tous les cas, c'est une clientèle que tu ne touches pas aujourd'hui. Tu leur permets de payer en Bitcoin, tu as une clientèle que tu ne touches pas. Aussi simple que ça. C'est ça l'argument. Ouais, c'est pas de dire oui, c'est déflationniste, blablabla. Les commerçants qui ont une boutique physique, lui, le système financier classique, ça lui convient, parce que de toute façon, il a une boutique physique qui déclare ses impôts, il a un numéro de TVA. Si tu lui dis que tu as un nouveau système qui permet d'avoir plus de clients, tu payes moins cher, tu gagnes plus d'argent, c'est juste ça qu'il a besoin d'entendre. Mais on est dans une période transitoire. Hein. Les premières voitures devaient rouler sur des routes pavées qui étaient prévues pour les chevaux. Il faut juste faire avec. Les outils qui sont un peu hybrides, ça permet de passer la période transitoire. Même si ce n'est pas idéal, il faut y passer. Absolument. Ouais, moi je suis pour tout. De toute façon, en fait, en vrai, il faut convaincre. Si tu arrives à le convaincre sur Bitcoin avec le Lightning Network, tu le fais. Si tu n'arrives pas, bah, tu reviens avec une carte comme ça. Ça peut être, tu vois, Selfbar, mais ce que tu fais avec Selfbar, ça peut être étendu. Ça peut être une carte qui permet de payer beaucoup plus de choses encore. Tu vois, on peut aller plus loin. Le prochain projet que Selfbar va lancer, ce sera une autre société, ce sera Selfvrac. En gros, tu vas faire tes courses en vrac et tu achètes au millilitre ton lait, ton café, ton jus d'orange et tu charges ta carte depuis MetaMask, par exemple. Donc, tout l'argent que tu as gagné en crypto, enfin, tu charges tes courses et puis tu vas faire tes courses, point barre. Oui, et surtout, moi, je trouve que ce qui est intéressant, tu vois, en fait, ce qui, pour moi, est à éviter, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire les cartes Visa et Mastercard où en fait ça convertit automatiquement les cryptos en euros. Ça, je pense, c'est à éviter. Par contre, des cartes comme Selfbar ou Selfvrac, où en fait on utilise les cryptos, on reste en crypto, et ben ça va pousser, parce qu'il y a des fournisseurs qui acceptent d'être payés en crypto. Ça commence à venir. C'est très très peu, c'est très difficile, mais ça commence à venir et donc ça va pas se faire sur tout, évidemment. Mais il faut aller chercher ça. Et je pense que c'est plus intéressant que de tout le temps convertir là et de repartir en plus sur des systèmes de paiement qui sont ceux de Visa où il y a 15 transactions. On rajoute une conversion, on dépense plein d'argent parce qu'à chaque fois, il y a un gars du système de paiement qui est rémunéré. Sur nous, c'est de l'argent qui sort des cryptos. Enfin, c'est franchement toutes les. J'ai une expérience à partager. Arrêtez. Agathe, j'ai une expérience à partager à ce niveau-là. Je viens de mettre en place, avec l'aide de Mel, qui est mon bras droit, qui est merveilleuse, on vient de mettre en place la possibilité de payer la formation en crypto et le groupe privé aussi en crypto. Donc, j'ai fait un contrat avec Utrust, et qui a aussi une crypto d'ailleurs, mais Utrust, c'est une entreprise qui fait ce genre de choses. C'est très pratique. Et moi, je peux définir, quand je reçois des cryptos,
comment je veux les recevoir, si je veux les recevoir en crypto ou pas. Et eux, ils se débrouillent pour que tout marche bien. Ils prennent 1% sur tous les achats. Mais moi, je reçois juste l'argent. J'ai rien besoin de faire. C'est vraiment pratique. Et ça fonctionne bien. Ouais, Voilà. bah, Donc, d'ailleurs, je pense que là-dessus, on a besoin, dans cette période transitoire, on a besoin de solutions dans ce genre-là aussi. et alors, ce que Que je tout voulais fonctionne. dire, et qui est aussi très très important sur les commerçants, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle j'ai voulu faire un post LinkedIn, mais j'ai pas eu le temps là-dessus. Swile, maintenant, les commerçants peuvent déposer de l'argent dans les tabacs en cash. Et ils se sont associés avec une boîte de sécurité qui va aller chercher dans les tabacs toute la monnaie. Donc, en fait, ce qui manquait aux commerçants pour utiliser full digital, tous ces outils néo-bancaires, en quelque sorte, et ben, c'était le cash. Ils le mettaient où? Il fallait qu'ils le mettent à la banque, enfin leur banque commerciale habituelle, qu'ensuite ils fassent un virement et qu'ils aient ça disponible sur leur compte de change. Ben là, non, en fait, c'est directement, on est en train de squeezer. Donc, en fait, les banques traditionnelles sont en train de se faire attaquer par les cryptos, mais pas que, par aussi tout de nouveaux acteurs digitaux, etc. Et là, Swile fait une très grosse concurrence aux cryptos. Parce que là, ça va, ici, gère cette partie-là. Les commerçants, tu viens les voir avec Bitcoin, ils te disent, mais moi, en fait, là, maintenant, ma caisse, je la prends, je la mets au tabac à côté, hop, l'argent est digitalisé, je peux payer tout le monde avec, c'est des euros, donc j'ai pas de problème, etc. Je peux envoyer de l'argent instantané. C'est pas une banque, Swile, tu fais des virements instantanés, tu te fais payer dessus pour ta partie e-commerce, c'est tout dans un seul endroit, fini. Enfin, je trouve ça complètement fou. C'est bien qu'ils puissent faire ça, mais je ne pense pas que ce soit une grosse concurrence aux cryptos parce qu'il y a plein d'autres pain points qui sont soulagés par les cryptos. Donc, ça va aller. Ce que disait Chantal, on en revient à l'utilité du token. C'est qu'avoir des euros, c'est bien, mais les euros à part payer, ça ne représente rien. Et d'ailleurs, moi, j'aime pas le terme crypto-monnaie parce que c'est pas des monnaies, c'est vraiment des tokens. Ça a beaucoup plus d'utilité en fait qu'une simple monnaie puisque tu peux faire plein de choses avec. Donc, ça dépend lesquels en fait, les crypto-actifs. Enfin, tu vois, il y en a pour moi qui sont des monnaies, genre Bitcoin. Moi, j'ai utilisé beaucoup Matic comme monnaie et maintenant, bah, du coup, j'ai pas pris la montée de 27%. Je les ai envoyés en giveaway, évidemment, juste avant. Donc, voilà. Mais parce que pour moi, Matic, c'était comme une monnaie parce que je trouvais que c'était très. On pouvait faire beaucoup de choses avec. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles à l'achat en Matic. Alors que Aave, tu vois, l'idée ne viendrait jamais de payer en Aave, tu vois. C'est pas du tout le même type d'actif. Je vais faire quand même, il y a Daniel qui est avec nous depuis tout à l'heure. On n'a malheureusement pas William de Bolero. Je sais pas où il est, j'essaie de le joindre. Donc, comme Daniel est une pipelette, je vais le laisser discuter avec Chantal et Grégory, deux autres pipelettes. Et pendant ce temps-là, moi, je vais essayer d'aller chercher mon invité. Donc voilà, ah mais Daniel, ah non, mais ne disparaît pas à ce moment-là quand même. Coucou. Non. Salut, vous m'entendez bien? Oui, bonjour Daniel. Salut Chantal, ravi de te revoir. Bonjour Agathe. Grégory, je suis très déçu. Je viens d'entendre des choses. Je viens d'entendre de ces choses. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Que tu me fasses cela quelques semaines après l'anniversaire du white paper de Satoshi, franchement, tu me fais mal. Bon, je suis en train de modifier ma chronique. Je te fais quelques petites Attention, juste j'ai pour pas toi. critiqué le Bitcoin, j'ai critiqué les utilisateurs du Bitcoin. Je dis, ils s'y prennent mal pour vulgariser, pour favoriser l'adoption de masse. Attends, je suis en train d'écrire pour ma chronique. Là. Tu vas être dedans, tu vas être content. Ouais, mais c'est important. Je pense que justement, c'est toujours un peu, d'ailleurs, on voit ça dans plein de domaines. Tu peux aimer le rap et pas les rappeurs. Tu peux adorer le Bitcoin et pas les Bitcoiners. En fait, le Bitcoin, c'est génial, mais c'est vrai que la communauté, des fois, du Bitcoin s'y prennent mal pour le mettre en avant. Continue, tu me donnes des idées là. Vas-y, une autre phrase encore. non, mais tu fais une erreur dramatique, mon cher Grégory. C'est que tu confonds coin et token. Tu confonds coin et token. Et oui, il y a les tokens et il y a les coins. Les coins, ce sont des crypto-monnaies, ça permet de faire tourner un consensus, c'est Ether, ça permet de faire des transactions. Après, il y a les tokens, comme les tiens, qui permettent d'obtenir de la bière. Et ça, c'est très bien. Mais il faut faire distinction entre les deux, sinon tu vas rendre les gens fous. Enfin, t'imagines. Oui, on parle de payment token, il y a les utility tokens, il y a les security tokens et il y a les fungibles, tu vois. Oui, donc, oui. C'est pour ça, d'ailleurs, je voulais poser. Mais ce qu'a dit Agathe tout à l'heure est d'une vérité tranchante. Écoute la vérité tranchante d'Agathe. Matic est une monnaie.
Parce qu'effectivement, on peut payer plein de choses en Matic dans un écosystème très particulier qui est Polygon. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont changé de nom. C'était tellement plus joli Matic avant. Je suis pas d'accord avec ce nom. Parce que je fais partie comme toi, Agathe. Moi aussi, j'avais du Matic quand j'étais tout petit. Et comme Chantal, j'en ai revendu un petit peu. Non, et franchement, et je comprends très bien le changement de nom Polygon, parce que c'est au moment où ils ont complètement changé, ils ont agrandi tout ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont rajouté plein de fonctionnalités sur la roadmap, ils ont acheté des entreprises, ils se sont mis sur d'autres blockchains que Ethereum, et du coup, ça faisait vraiment du sens d'avoir Poly-P-O-L-Y, ça faisait du sens. Moi, j'ai bien compris à cette époque-là, et j'étais totalement épatée par leur nouveau white paper à ce moment-là. Ah non, mais c'est j'en ai acheté encore plus. Mais tu vois, c'est comme quand à un moment donné, on a dit qu'on n'avait plus le droit de dire Ether 2, tu vois, enfin Ethereum 2. J'aime pas quand on change les noms en cours de route, ça fait tellement mal. Ethereum 2, c'est quoi ce truc? Attends, tu fais de la résistance, là. On disait TH2 avant, à un moment donné, moi j'étais bien ça. Ouais. Il y avait un petit côté version de logiciel 2.0, enfin, il y avait un truc que j'aimais bien. Voilà, Daniel, est-ce que tu es chaud pour faire ta chronique? Parce que là, notre invité William arrive à 45, mais il attendra un petit peu, comme ça, tu as le temps de faire ta chronique. T'es chaud? Oui, toujours. Je sais pas trop ce que je veux dire, mais t'inquiète pas, je trouverai au fur et à mesure. Non, alors. Mais de toute façon, c'est toujours chouette, donc super. Je remercie d'abord Chantal d'être venue, et tu peux rester si tu veux, écouter Daniel, et puis ensuite Bolero. Je ne sais pas si tu connais ce projet qui va être présenté par William. Et voilà, Grégory, tu restes avec nous aussi, c'est de la musique. Bah oui. Et je pense que Sarah reviendra nous faire un petit coucou. On fait un boutique à 13h ou on continue plus tard? Non, on continue plus tard. En fait, j'ai juste réduit dans l'idée que on n'allait plus finir à 14h, quoi, en gros. Mais ouais, ça finit à 13h, et après on discute si on est encore là, si on a envie de discuter. Parfait, bah, allons-y alors. Donc, prends ton temps tranquille et tout le monde est tranquille. Merci Chantal d'être venue et d'avoir répondu à nos questions, et à très vite dans le Web3, IRL ou sur les plateformes digitales. Et ravi si tu restes avec nous. Merci Grégory, à tout à l'heure.